Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Sciences Po. Je suis Delphine Grouès, je dirige la Maison des Arts et de la Création que nous avons eu le plaisir d'inaugurer il y a quelques semaines. Donc c'est avec un plaisir très sincère qu'on vous accueille aujourd'hui. Donc bienvenue à nos partenaires d'Opera for Peace, bienvenue à leurs partenaires, à nos intervenants, aux étudiantes et étudiants. Je souhaitais remercier tout d'abord Julia Lagahuser de son soutien, de son dynamisme et puis qui a été à l'origine aussi de ce lancement de la conférence inaugurale de Opera for Peace à Sciences Po aujourd'hui. Et puis également tout particulièrement Frédéric Ramel, qui est professeur des universités à Sciences Po, musicien, et qui a accepté de co-modérer avec Julia cette très belle table ronde. Merci messieurs de nous avoir rejoints. Et puis aujourd'hui c'est un sujet si fondamental, la paix dans le monde, faire entendre d'autres voix dans notre monde par la musique, par les arts. Merci à vous d'être là et aux deux artistes qui nous ont rejoints aujourd'hui. C'est pour cela, après ces quelques mots de bienvenue, j'ai le plaisir de présenter Igor, qui va venir introduire cette séance. Donc Igor, qui est baryton ukrainien. Igor Mostovoy, place à la musique. Merci beaucoup. Je vais juste dire un petit mot avant. Et je vais merci beaucoup. Merci Ihor, grand talent, un baryton magnifique qui vient de chanter une chanson ukrainienne de son pays, qui est très importante pour lui, vraiment dans son cœur. Alors on a tous ressenti toutes les émotions. Alors merci beaucoup Ihor. Ihor fait partie de notre deuxième édition de notre Académie Opera for Peace ici à Paris. Alors on est très heureux de l'avoir avec nous.
Alors, pour que cette académie puisse être ici, j'ai le grand plaisir de vous présenter Christophe Alix, qui travaille pour la Banque européenne d'investissement, qui est notre principal mécénat, principal sponsor. Alors Christophe s'occupe de tout ce qui est presse, relations internationales, etc. Pour Paris. Voilà. Merci Julia, merci, bonjour à tous. Non, alors je voulais juste, voilà, je viens au nom donc, de la BEI, la Banque européenne d'investissement, dont je veux juste vous dire quelques mots pour vous dire que la Banque européenne d'investissement, à travers l'Institut BEI, l'Institut de la Banque européenne d'investissement, est donc le principal mécène pour la deuxième année consécutive d'Opéra for Peace, qui l'année dernière a eu lieu à Rome, et qui cette année, donc, pour la deuxième édition, a lieu à Paris. Et juste pour vous dire quelques mots sur le sens de la participation de la BEI, du groupe BEI, à cette très belle manifestation culturelle autour de l'opéra, très originale, pour vous dire que la BEI est donc la banque publique de l'Union européenne. Elle est très peu connue. C'est une banque publique qui appartient aux 27 États membres de l'Union européenne et qui finance des projets qui sont en relation avec les objectifs de l'Union européenne. C'est une banque à but, entre guillemets, non lucratif, qui ne cherche pas à gagner de l'argent, pas en perdre non plus, parce que c'est une banque, mais qui donc finance des projets qui sont en phase avec les projets européens. Et pour vous dire que la BEI et Opéra for Peace donc, se sont retrouvés avec Fulchiri qui est ici, qui est au premier rang, qui s'est occupé d'Opéra for Peace l'année dernière à Rome, puis cette année à Paris, pour dire que la BEI et Opéra for Peace ont pas mal de choses en commun. D'abord, la BEI est née en 1957, elle est née avec le traité de Rome. L'Opéra for Peace, c'est 13 chanteurs et chanteuses du monde entier, et donc c'est un dialogue à travers l'opéra pour une meilleure connaissance, une meilleure compréhension entre les peuples, les cultures. Eh bien, la BEI, c'est la même chose à l'échelle européenne, parce que c'est les 27 États membres de l'UE qui sont réunis au sein de la BEI. Et donc, c'est au service de la construction européenne qui est un projet de paix, que la BEI investit beaucoup dans l'éducation, dans la culture, donc dans l'éducation, dans les compétences, dans la formation. Il y a un volet très important pour Opéra for Peace qui est de permettre de faire connaître aux jeunes chanteurs d'opéra qui sont un petit peu des entrepreneurs de leur carrière artistique et qui donc vont devoir développer des compétences très particulières pour réussir dans ce milieu. Eh bien voilà, la BEI est au service du monde de la formation, du monde de l'éducation. Elle finance énormément de projets d'éducation partout en Europe. Et puis la BEI soutient également le monde de la culture à travers un certain nombre de programmes européens. Donc voilà, il était très naturel pour la BEI, quand Julia est venue nous voir, de pouvoir nous associer avec Opéra for Peace et de réaliser ensemble cette opération. Et donc on est très contents et honorés d'être là. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Je vais vous présenter très succinctement Julia, parce que Julia Lagahuser, qui est avec nous et qui nous fait, je dirais, l'amitié de parler d'Opéra for Peace à Sciences Po. Julia, on ne se connaissait pas depuis un mois. J'ai fait ta connaissance il y a un mois et j'avoue être assez impressionné par le dynamisme de cette femme, dont le parcours est très internationalisé, tant du point de vue de la formation que du point de vue d'ailleurs de l'activité professionnelle. Tu as été formée à Londres, à King's College, à la Guildhall School of Music, tu es passé par la Californie, par l'Université du Sussex, et tu as déjà travaillé avec beaucoup d'institutions de par le monde et en Europe, que ce soit l'Opéra de Paris, mais aussi l'Opéra d'Écosse ou l'Opéra de San Francisco. Et ce que je trouve assez
remarquable dans l'itinéraire de Julia, et je pense qu'il n'y a pas de hasard à ce que tu sois parmi nous ce soir et que Sciences Po t'ait ouvert ses portes, c'est que tu as fait l'objet de reconnaissance. Il y a beaucoup de prix dont tu as été lauréate, mais dont la fameuse Femme de Culture 2020, mais je trouve que j'aimerais en finir par là, le fait que tu sois à l'initiative de Opéra for Peace, que tu es la cofondatrice de ce large mouvement culturel, que tu en es la directrice générale, mais que parallèlement que tu fondes aussi une initiative qui vise à articuler les arts de la performance et l'économie circulaire, montre que tu es une musicienne dans la cité, et c'est extrêmement important, je pense, de nos jours. Et donc bienvenue, et avec grand plaisir de partager cette co-animation avec toi. Merci Frédéric, merci beaucoup. Et à mon tour, je vais présenter donc Frédéric Ramel. Je vais parler moitié français, moitié anglais. Voilà, alors Frédéric, il est professeur des universités en sciences politiques et ancien directeur du département des sciences politiques. Il est également chercheur au CERI, spécialiste des relations internationales. Pour moi, c'est très important de savoir qu'il est également flûtiste à bec, alors musicien à ses heures perdues. Voilà, alors c'est très bien. Et maintenant en anglais. He coordinates the CNSR group, or Multilateral Action, and a program on the influence of armed conflict databases on decision processes, data war. During the last decade, his research interests have included sensitivity, music, and aesthetics in world politics. His last book is dedicated to the nation of international relations, benevolence, edited by CNRS, editions 2022. So we see there's a double culture of music, culture, and international relations. So very, very happy to be next to you, Frédéric. Thank you. Et donc nos deux premiers intervenants, on a Ariad Hanem, qui est un jeune docteur de sciences politiques, qui a soutenu une très belle thèse sur le conflit en Syrie à partir d'un angle très subjectiviste, mais il n'est pas là simplement pour nous parler de la guerre en Syrie, il est là aussi pour nous parler de la place de la musique, plus largement dans la politique et en particulier au Moyen-Orient. Donc merci beaucoup à Ariad d'être parmi nous pour cette première table ronde. Et Jean-Philippe Thiellet. Je vais présenter parce que je connais très bien Jean-Philippe. On a travaillé ensemble à l'Opéra national de Paris pendant pas mal d'années. Alors c'est un très bon collègue et très, très cher ami. Alors Jean-Philippe, il est actuellement le président du Centre national de musique, qui est le plus grand organisme pour les filiales musicales. Voilà. Alors avant ça, avec moi à l'Opéra national de Paris, c'était le directeur adjoint de l'Opéra national. Il est également passionné de l'art lyrique, de l'opéra. Alors, on a beaucoup échangé sur des artistes, sur des chanteurs. Il a écrit plusieurs livres, surtout sur des compositeurs du période de bel canto, Rossini, etc., que j'ai lu. Voilà. C'est également un ancien élève de Sciences Po, alors je sais qu'il a une place très forte dans son cœur de cette magnifique université. Et voilà, alors je présente Jean-Philippe, qui va parler de tous les enjeux de la culture aujourd'hui et dans l'avenir. Il a également écrit un livre récemment sur l'avenir de l'art lyrique. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans 10 ans, 20 ans, voire 50 ans. Alors c'est vraiment un spécialiste en la matière et je suis ravie qu'il puisse être avec nous. Alors merci Jean-Philippe. Merci Julia, merci Frédéric. Organiser une conférence sur l'opéra, la paix à Sciences Po, c'est pas des mots qui vont nécessairement ensemble, et donc je trouve que on peut partir de cette surprise et de cet intérêt donc pour mélanger les mots de paix, de relations internationales et d'opéra. Qu'est-ce que ça a à voir ?
Alors, ce que je vais vous essayer de défendre en 10 minutes, 2 parties de sous-parties. Non, c'est une blague, je vais faire 3 parties. C'est partager une préoccupation et une conviction. Est-ce que je le fais en français ou je le fais en anglais? Are there non-French speaking person in the audience? Okay, better in English? Half-half. Donc, ma conviction, c'est que ça va pas bien. Donc, je vais essayer de ne pas casser l'ambiance, mais je vais exprimer une vraie préoccupation pour l'avenir de l'art lyrique dans le monde. Donc là, je ne parle pas de paix, je parle du business, de l'industrie de l'opéra. Et c'est une question préoccupante parce que pour moi, l'opéra, ça a changé ma vie. Je pense opéra le matin, l'après-midi, le soir. Je ne suis pas du tout chanteur, mais j'ai le plus grand respect pour les chanteurs d'opéra. Et c'est un mode de spectacle, c'est un genre qui, pour moi, concentre tous les arts et qui, parce que c'est la voix, représente vraiment la quintessence de la musique. Et pourtant, ça ne va pas bien. Alors pourquoi je dis que ça ne va pas bien? Eh bien parce que les phénomènes qui ont été dégagés par un économiste dans les années 60 qui s'appelle William Baumol, il n'était pas seul d'ailleurs, mais enfin, avait montré que les coûts étaient croissants. Parce qu'il n'y a pas de gain de productivité. Pour produire une voiture ou un jean ou un téléphone, plus on produit, moins ça coûte cher. D'accord ? Le problème, c'est que pour produire une flûte enchantée aujourd'hui, ça coûte plus cher qu'à l'époque de Mozart, parce qu'on paye plus les gens. Il n'y a pas de gain de productivité. Les décors coûtent plus cher. Tout coûte plus cher. Et donc, comme les coûts montent et que les recettes ne peuvent pas suivre, parce que sinon les prix des billets seraient déraisonnables, eh bien, il faut de l'argent public. Depuis toujours. À la naissance de l'opéra, c'était les Medici, ou à Ferrare, c'était les princes, les mécènes. Ensuite, ça a été l'État, Louis XIV, Napoléon, partout dans le monde. Et le problème, c'est que l'argent public, aujourd'hui, il y en a de moins en moins. Donc si vous avez les coûts qui augmentent et les recettes qui stagnent parce que l'État arrête de mettre de l'argent, les villes arrêtent de mettre de l'argent. Alors il y a un peu le mécénat qui peut faire le gap, mais comme les coûts continuent à augmenter, la crise des ciseaux va de plus en plus s'aggraver. Ça, c'est une crise économique. Il y a aussi un problème esthétique. L'opéra a de plus en plus de mal, je le pense, à parler à la Gen Z, à la génération Z, née en 2000 et au-delà. J'en ai 2 à la maison. Les Huguenots de Meyerbeer, 5h15 de musique, dans une version un peu coupée, ils n'y arrivent pas. Parce que l'autre jour, pour Hamlet, j'étais à côté d'une jeune femme que je ne connaissais pas, qui devait avoir à peu près l'âge de ma fille, et je vous garantis qu'elle n'a pas arrêté de bouger pendant tout le spectacle. Elle se tirait les cheveux, puis elle avait son genou qui bougeait. Je ne veux pas caricaturer, évidemment, mais je pense qu'il y a un problème d'adéquation du spectacle, opéra, avec les attentes des plus jeunes. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on répond à ça? Donc un problème esthétique aggravé aussi par le fait qu'il y a des mises en scène très ringardes, donc vous y allez une fois et vous n'y allez plus, ou au contraire des mises en scène très perchées où vous ne comprenez rien, parce que le metteur en scène se fait plus plaisir qu'il cherche à transmettre une œuvre. Bon. Donc il y a ces difficultés esthétiques. Et puis il y a des difficultés sociétales. L'opéra, c'est un genre majoritairement du 19e siècle, avec une image de la femme qui est très particulière, une image de la violence qui est très particulière, et qui est un peu en décalage. Je fais allusion à certaines polémiques qui ont pu avoir lieu en lien avec la cancel culture et ce genre de choses. Donc ça ne va pas très bien, et en France, par exemple, en 10 ans, le nombre de spectacles d'opéra a baissé de 25%. Quelle est l'industrie, notamment dans le domaine culturel, où le nombre de levées de rideaux a baissé de 1/4 en 10 ans? C'est un vrai choc, parce que 1/4, ça veut dire moins de cachets, moins de billets à vendre, moins de contrats pour les intermittents, moins de contrats pour les artistes, moins d'activités. Et donc, et c'est pareil en Italie, c'est pareil aux États-Unis, c'est pareil en réalité partout. Et le risque, c'est que les politiques qui vont de moins en moins à l'opéra, vraiment, parce qu'il y a ce décalage culturel, disent c'est un truc pour les blancs, vieux, de centre-ville, diplômés, misogynes,
raciste, tout ce que vous voulez. Et donc, on va couper les fonds. Et donc, la question de la mort de l'opéra, ou du moins de sa réduction qui est déjà engagée, me semble posée. Alors, dans le même temps, et c'est là où il y a des opportunités. Do you want me to summarize or it's okay? Okay. Dans le même temps, il y a des opportunités, et c'est là où la situation elle est paradoxale. C'est que on est aujourd'hui en 2023 dans une situation où les chanteurs sont bien mieux préparés qu'il y a 30 ans. On entend parfois il n'y a plus de chanteurs, mais c'est faux. Il y a énormément de chanteurs de grande qualité dans le répertoire wagnérien, dans le répertoire belcantiste, etc. Parce qu'il y a plein de jeunes qui sont dans les conservatoires, dans les écoles de musique, des chanteurs extrêmement bien formés. On a des théâtres qui ont quand même continué à investir, et donc il y a de la vidéo, il y a des décors. Enfin, c'est pas des spectacles cheap, quoi. L'opéra low cost n'existe pas, ne doit pas exister et n'existera jamais. C'est pas un art qui est en dégénérescence, c'est un art qui est menacé par des données économiques qui reposent sur la puissance publique et l'argent public. Dans les opportunités, il y a aussi le fait qu'il y a des envies d'opéra qui s'expriment un peu partout. Et c'est là où je m'approche du sujet international. Vous avez au Moyen-Orient des opéras qui ont ouvert tout au long des années 80, 90, tout récemment, de Mascate à Dubaï, en passant par les Émirats arabes unis, bientôt l'Arabie saoudite, avec certains projets qui ne sont pas sans poser question, mais qui montrent qu'il y a une envie d'opéra. Et l'opéra étant un genre principalement européen. En Chine, Carlos Hutt, l'architecte de l'Opéra Bastille, m'expliquait qu'il y avait une ouverture de salle capable de recevoir de l'opéra toutes les semaines. C'était il y a 2-3 ans. J'imagine que le rythme est un peu levé, un peu réduit quand même. Alors pour faire quoi, avec quels moyens, avec quel projet, c'est un autre sujet, mais il y a de l'investissement dans l'industrie de la culture, dans l'entertainment, dont l'opéra est un genre, pourquoi ne pas le dire. Donc il y a cette envie qui donne autant d'opportunités. Alors pour terminer, parce que je ne dois pas être très loin des 10 minutes, ma conviction c'est qu'il y a deux possibilités. Soit on s'assoit par terre, on pleure et on attend que ça se passe, en disant pourvu que l'État vienne mettre de l'argent, pourvu que la ville vienne mettre de l'argent. Ça, c'est un peu l'attitude de certains syndicats, je le dis comme je le pense, en particulier à l'Opéra de Paris, qui disent « les coûts augmentent, pas de problème, le contribuable va venir payer ». Moi, je pense que non, parce qu'un jour, comme en Italie, comme aux États-Unis, comme peut-être demain en France, on a des pouvoirs publics qui disent « on arrête, ça coûte trop cher », ce que je disais tout à l'heure. Donc soit on attend que ça se passe et ça va mal se terminer, soit on cherche des pistes pour faire de l'opéra différemment. Pas de l'opéra low cost, comme je le disais. L'opéra sans chœur, sans décor, ça ne marche pas. Je raconte dans le petit bouquin que Julia a cité, qui est sorti, je fais une minute de publicité aux éditions Les Belles Lettres en 2021, qui s'appelle L'Opéra s'il vous plaît, une réunion avec la direction du budget à Bercy, où mon interlocuteur régulier arrive un matin et dit « j'ai trouvé la solution ». On va faire de l'opéra low cost, c'est-à-dire on va diviser l'orchestre en deux, je vous promets que c'est vrai. On va couper l'orchestre en deux, on va mettre moins d'artistes des chœurs, on va mettre moins de décors. Et pas de bol, le collègue avait une cravate orange, et donc je lui ai demandé s'il était sponsorisé par EasyJet, et je lui ai dit que c'était une mauvaise idée. L'opéra low cost, c'est des mots qui ne vont pas ensemble. Donc il faut chercher de nouvelles voies, il faut que l'opéra redevienne ce qu'il était au XIXe siècle, c'est-à-dire un hyperlieu, un lieu ouvert, un lieu où on s'amuse et où on se cultive, un lieu où on réfléchit et où on profite aussi de la musique, un lieu de croisement des genres. Le grand opéra au XIXe siècle, c'était à la fois le ballet et l'opéra, puis ça s'est spécialisé, ce qui est d'une certaine manière bien, mais l'opéra doit devenir un lieu de création pour la vidéo, pour évidemment la dramaturgie, et un lieu qui embrasse les problématiques qui sont les nôtres. Ça n'est pas un spectacle muséal. Ça n'est pas un spectacle où on ne donne que du Verdi. Il faut Verdi, Massenet, Gounod, Rossini, évidemment. Mais il faut aussi créer ce qui pose la question du langage musical, qui est un vrai problème. Tout ce que je dis est en fait extraordinairement compliqué, ce sera ma conclusion. Mais la transition écologique, évidemment la place des femmes, avec aujourd'hui des générations qui arrivent, ce n'est pas un problème de faire des saisons d'opéra avec plein de femmes chefs d'orchestre ou des femmes metteurs en scène. Il y en a des très bonnes et on doit les recruter parce qu'elles sont bonnes, pas parce qu'elles sont femmes. Aujourd'hui, ce n'est pas un problème. Et donc, c'est aussi une question d'ouverture, de l'image qu'on envoie et donc de création. Il y a des tas de théâtres qui font ça,
qu'il faut donc soutenir et que les pouvoirs publics doivent soutenir. Les directeurs, les directrices d'opéra ont conscience de ces sujets. Il y a cette question du soutien politique qui, pour moi, est un gros point d'interrogation. Et donc, pour terminer, puisque je suis à mes 10 minutes, je pense que diriger un opéra a toujours été extraordinairement difficile. Au XIXe siècle, Louis-Désiré Véron, qui était le patron de l'Opéra de Paris, il est resté 9 ans, ce qui était une forme de record. Ça a été le seul à peu près réussir. Sinon, les autres, ils finissaient en prison, endettés, exilés, en tout cas en Italie. Donc, c'est vraiment quelque chose de très difficile, et aujourd'hui, encore plus difficile qu'avant. Mais il y a une question existentielle dans l'avenir de l'opéra. Il faut saisir ces opportunités, il faut aller chercher aussi des opportunités à l'étranger, et à ces conditions-là, l'art lyrique peut redevenir ce qu'il était, c'est-à-dire la première industrie culturelle au monde au XIXe siècle, mais à condition que ça s'ouvre beaucoup plus, que ça ne soit pas un spectacle pour des spécialistes, et que le pouvoir public, au sens très très large, les communes, les régions, l'État, via aussi le soutien au mécénat, puissent continuer à investir dans cet art qui est, pour moi, la quintessence du spectacle et de la création. Voilà les convictions que je voulais partager pour lancer cette conversation. Merci Jean-Philippe. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation passionnante et assez inquiétante, du coup, si je vous écoute bien. Merci beaucoup à la Maison des Arts et de la Création de Sciences Po, Opéra for Peace. Frédéric et Julia, je suis très heureux d'intervenir devant vous aujourd'hui et de vous parler un peu de ces recherches, ces réflexions qui m'occupent depuis quelques années maintenant. Ça a commencé avec un cours à Sciences Po ici, où j'ai fait ma thèse et où j'ai été enseignant, qui s'appelait Music, Identity and Politics in the Middle East. C'est un cours dans lequel j'ai exploré cette hypothèse, qui n'est pas la mienne bien sûr, mais qui est assez séduisante, d'après laquelle finalement, avec la musique, on peut mieux comprendre des phénomènes politiques, sociaux, notamment dans des contextes assez bloqués, des contextes autoritaires, des contextes de tensions politiques, ou alors même des épisodes violents de conflits. Donc je voudrais vous présenter juste quelques axes de réflexion qui vont élargir un peu la discussion. Je vais parler plutôt effectivement de la musique et des musiciens plus généralement au Moyen-Orient, et non pas seulement de l'opéra, avec toujours cette idée, encore une fois, de faire de la sociologie politique, non pas tellement de la musique, mais avec la musique, comme dirait Tia Donora, la philosophe, puisqu'il ne s'agit pas seulement d'étudier des objets musicaux pour les sociologues que nous sommes, il s'agit en fait de voir dans la musique et dans les musiciens de véritables acteurs qui ont une agency, une capacité de produire du changement social. Il y a 3 réflexions que je voulais amorcer ici, j'essaierai d'être le plus synthétique possible. D'abord, il y a cette idée que j'ai développée assez vite en regardant la Syrie, dont je vais parler principalement aujourd'hui, Syrie dont je viens, dont je suis originaire et que j'étudie, comme l'a dit Frédéric, depuis un moment maintenant. Cette idée que regarder les musiciens, faire de la sociologie avec la musique et les musiciens, quand on regarde un pays comme la Syrie dans un contexte avant 2011, donc avant l'épisode révolutionnaire, un contexte très autoritaire, ça nous permet finalement, si on devait utiliser cette métaphore, de sonoriser des tensions sociales, des tensions politiques, des clivages sociaux et politiques, là où on pouvait avoir cette conviction quand on regardait la Syrie ou plus généralement les contextes autoritaires, que les sociétés, encore une fois, étaient bloquées, étaient amorphes, muettes. Parfois, on est allé jusqu'à dire que dans ces pays-là, il n'y avait pas de société civile ou peu de société civile. Lorsqu'on sonorise, encore une fois, lorsqu'on appuie sur le bouton de la télécommande pour remettre le son, eh bien, par la musique, on peut entendre toutes les dissensions, tous les clivages qu'il y avait dans ces sociétés-là, des clivages sociaux, le centre et ses périphéries qui partagent évidemment, pratiquent la musique différemment, avec parfois des tensions, des violences, des dynamiques d'exclusion, des clivages culturels entre les discours et les pratiques musicales du centre, les discours nationaux, séculaires, légitimes, et des contre-cultures plus underground ou alors des contre-cultures islamiques, et des clivages même jusqu'au sein même de la bourgeoisie qui était réputée proche du pouvoir syrien en l'occurrence. C'est une piste que j'ai explorée en étudiant ces derniers temps pour un article de sociologie les jeunes auditeurs de métal, le rock métal, les métalleux à Latakia, la ville dont je suis originaire en Syrie, pour montrer que ces jeunes gens qui sont encore une fois originaires d'une bourgeoisie assez proche d'un pouvoir autoritaire, eh bien témoignaient d'une envie
de pratiquer des cultures alternatives, de remettre en question l'élite à laquelle pourtant ils appartenaient. Donc sonoriser les tensions dans un contexte autoritaire, c'est déjà une première piste très intéressante que la sociologie avec la musique nous permet d'explorer. Ensuite, il faut évidemment bien écouter les bruits, les sons des moments révolutionnaires. Et je vais parler encore une fois plutôt du contexte syrien que je connais le mieux, mais il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'Égypte, la Tunisie et les autres contextes du printemps arabe à partir de fin 2010-2011. Évidemment, les musiciens et la musique a joué un rôle très important dans ces moments de mobilisation, un rôle déjà mobilisateur, parce qu'il y avait des chants révolutionnaires, il y avait des chanteurs révolutionnaires. En Syrie, il y avait par exemple Ibrahim Kachouch qui a été tué assez vite par le régime syrien, malheureusement dès juillet 2011, mais qui a porté pendant plusieurs mois des hymnes très forts, très engageants à l'égard, en opposition au régime syrien. Donc la musique et les musiciens mobilisent, ils donnent de l'énergie, ils permettent d'élargir aussi. Il y a des personnes qui ne vont pas forcément activement s'engager dans un moment politique comme l'épisode révolutionnaire de 2011, mais qui vont recevoir, qui vont entrer en résonance avec ces thèmes révolutionnaires, ces chants, et donc ça va faire comme ça une sorte de diffusion avec des parties plus larges de la population. Il y a ce rôle mobilisateur, je disais, il y a un rôle affectif aussi. C'est là que la musique joue un rôle très spécifique dans des moments de troubles politiques, de troubles sociaux, comme on a pu les connaître en Syrie à partir de 2011. La musique, les musiciens, dans ces contextes-là, permettent d'éprouver déjà des émotions très complexes, comme la colère, la frustration, qui a été encore une fois très bien exprimée, notamment par les chants, comme le deuil aussi, après l'apparition des premiers martyrs. En 2011 en Syrie, mais aussi en Égypte, il y a eu plusieurs chansons qui prenaient vraiment à bras-le-corps cet enjeu collectif du deuil collectif autour des premiers martyrs révolutionnaires, et un rôle critique, bien sûr, dans ces chants. On amorce une critique vraiment précise, et il est très intéressant de regarder avec précision les textes qui sont chantés. Au-delà des grands slogans, il y a vraiment des éléments de réponse et de dialogue avec un régime autoritaire sur sa corruption, pour la déconstruction de ses discours. Donc il y a ce dialogue qui s'engage et qu'il faut regarder avec précision. Donc voilà pour ce deuxième aspect. Sonoriser les tensions dans un contexte autoritaire, c'était le premier. Écouter les bruits et les sons révolutionnaires, c'était le deuxième. Et enfin, le dernier aspect que je voulais soulever ici, pour reprendre une métaphore de Gilles Deleuze, il faut aussi écouter les harmonies et les dissonances qui existent dans une société, notamment dans un contexte, encore une fois, de conflit. Et ici, j'avance un peu dans le temps, j'arrive au moment où la guerre civile est vraiment engagée en Syrie à partir de l'été 2011, 2012, 2013, atteignant l'apogée entre 2012 et 2015. La musique, encore une fois, et les musiciens ont joué plusieurs rôles. Là encore, un constat qui va au-delà de cette envie de voir la musique comme un vecteur de paix. La musique polarise aussi. Il y a eu vraiment des moments de polarisation lorsqu'il y a eu cette fragmentation politique en Syrie qui accompagnait le moment révolutionnaire et la répression, bien sûr, qui a suivi. Il y a eu des prises de position de musiciens pour et contre. Il y a eu des chants pour et des chants contre. La musique cristallise vraiment ce genre de tension. J'ai pu en faire l'expérience moi-même quand je voyageais dans la ville de Latakia, où il y a beaucoup de personnes qui soutenaient le régime de Bachar al-Assad. À chaque moment collectif était une bonne raison d'entonner des chansons de soutien à Bachar al-Assad qui galvanisaient vraiment les personnes que j'avais en face de moi. La musique polarise, elle représente du coup un danger pour un régime autoritaire comme celui des Assad, ce qui explique qu'un chanteur comme Ibrahim Kachouch soit tué dès juillet 2011, ce qui explique que d'autres trouvent le même sort malheureux que lui, ce qui explique que beaucoup d'artistes doivent s'exiler aussi. Les artistes peuvent prendre position contre, ils peuvent prendre position pour aussi, et ça amorce donc, ça accompagne cette polarisation qui est vraiment symptomatique d'un épisode aussi violent que celui qui a eu lieu donc en Syrie à partir de l'été 2011. Ça, c'était cette première idée dans cette réflexion sur les harmonies, les dissonances. La musique polarise, mais la musique aussi et les musiciens peuvent jouer un rôle de réconciliation. C'est une conviction que j'ai et c'est quelque chose qu'on peut observer.
Frédéric, je crois que tu avais travaillé sur le West Eastern Divan Orchestra. Le rôle des musiciens comme diplomates, effectivement, cette initiative que vous connaissez peut-être en Israël-Palestine, du musicien, chef d'orchestre Daniel Barenboim et à l'époque du philosophe aussi Edouard Saïd, qui ont fédéré des musiciens et musiciennes israéliens et palestiniens dans un même orchestre. Alors, il y a des choses à critiquer, à revoir dans un phénomène de ce type, mais la musique, les musiciens peuvent effectivement jouer ce rôle de diplomate. J'observe, moi, au niveau de la Syrie, des choses qui sont, je dois dire, assez enthousiasmantes ces derniers mois, même si c'est toujours assez difficile d'employer ce type de vocabulaire. Il y a des vraies pratiques de chant choral, par exemple, en Syrie, ou dans des contextes d'exil, par exemple, où on va, par la musique, renouer, refaire des liens entre des personnes issues de groupes qui étaient plutôt opposés dans le cadre du conflit. Il y a aussi un phénomène très intéressant opéré par des personnes qui sont généralement juste des passionnés de musique, de collecte, les collectes des traditions musicales, des zones qui ont été particulièrement touchées par la guerre, pour refaire un peu le tour de ce patrimoine que les Syriens peuvent avoir en commun, et donc recréer du lien, un lien très complexe, un lien sur plusieurs strates, et un lien qui est beaucoup plus, encore une fois, complexe et juste que le discours syrien national officiel lorsqu'il parle de son peuple. Donc il y a ces phénomènes de réconciliation qui sont très intéressants. Puis enfin, la dernière chose que je voudrais dire, toujours dans ce contexte de post-conflit, si on peut employer cette notion dans le cadre syrien, il y a dans la musique un élément très fort de compréhension, d'une part, de consolation, d'autre part. Ici, je veux parler du moment esthétique. C'est quelque chose qu'on a partagé avec ce moment très fort, ce chant d'Ihor que je remercie. Vous voyez de quoi je parle, ce moment esthétique, tout ce qu'on éprouve au moment où on entend un chant de ce type, ou plus généralement une musique qu'on aime dans un contexte collectif ou même individuel. C'est un moment de réflexivité, c'est un moment de quête de sens, c'est un moment où on va dialoguer vraiment avec ce qu'on entend. Et encore une fois, je rejoins tout à fait la philosophe Tia Denora sur cette agency de la musique pour ce genre de moments qui sont très forts et qui sont d'ailleurs, puisque je suis musicien aussi, et le contexte me permet de le dire, c'est aussi ma démarche artistique et musicale de quelque sorte se libérer de tous ces malentendus qui accompagnent ce moment de conflit qu'on connaît depuis une dizaine d'années maintenant. Je vous remercie. So finishing with a few words around music and artists, thank you very much. I'd like to thank Jean-Philippe and Ajad for being here, and they'll come back afterwards. I'd like to invite the two artists that we have here today, Farouz Razavi and Ihor Mostovoy. Frédéric, si tu veux présenter Ihor. Ihor, on a déjà entendu Ihor, la voix de Ihor, et il nous vient de Marioupol. Évidemment, il a fait ses premières études musicales en Ukraine. Il a après rejoint McGill. L'essentiel de sa formation s'est fait donc au Québec, mais aussi en France, à l'école normale de musique Alfred Cortot. Et il se produit dans différentes scènes, Théâtre du Châtelet, Opéra National du Rhin. Il a remporté beaucoup de prix, je ne pourrais pas tous les citer, et il donne aujourd'hui beaucoup de récitals caritatifs pour évidemment son pays, le Conseil de l'Europe et le Parlement européen, et je pense qu'on va amorcer en partie tout ça dans un instant. Very good. So Farouz is an Iranian soprano, wonderful talent with a very big, beautiful, dramatic voice with a very particular timbre that we're all looking for when we're looking for casting and different artists. So Farouz as well has won many awards, for example, the 2017 Verdi competition and the Young Artist Award of the Angelo Loforesi International Competition. She was a member of the famous and prestigious Teatro alla Scala Young Artist Program in 2019-2020, and she currently still lives in Milan. She has many, many roles in her repertoire, Elettra, I think, Alice Ford in Falstaff, Annina Traviata, Amelia in Un ballo in Maschera.
And we're very happy to have her with us because she's particularly interested in women's rights with everything that's happening in her country. So thank you very much, Ferouz. Thank you. And I would like to hear you, and I think everyone would like to hear you sing. Of course. Thank you, Ferouz. So this is a traditional Iranian song, I think. Yes. Do you want to tell us a little bit about the words and what it means for those who don't speak Of Iranian? course, this is a song by Ruhollah Khaleghi. He is a very famous musician from before the revolution. And this is, let's say, around like 1965. And this song was about like during the tension between Iran and England, and how England wanted to stop the nationalization of oil in Iran. And it's a very folklore song. And it means a lot to us because it talks about how the country has been subject to mishandling from many parts of the world, including the West, and how the young talent and the precious resources that we have had has been taken away from us, and unfortunately we didn't have the resources to protect them. Yeah. So we have two artists here, part of the Academy this year in Paris, who come from obviously two very difficult countries at the moment. We have Ukraine, that's obviously in this terrible war, and we have Iran that is dealing with a lot of social issues with regards to women's rights and human rights in general. Ihor, if I can start with you, how do you see yourself? You're an artist. How do you see your role in society, and what kind of what kind of benefits do you think you can give your country? How do you see yourself as an ambassador of Ukraine? Well, the first thing that I thought when the war started and when I was back in Mariupol, and the first things that I thought that culture means a lot and has to be protected, because the first things after, one example of Mariupol under occupation that happened was the changing of the names of the street, taking away the objects of art that were in the gallery in Mariupol, for example. And when I saw this, and when I finally came to France, I realized that I have to carry my culture somehow and make it known, show it, and also be able to help my country by making those concerts, by raising funds, because people obviously experience a lot of difficulties, and there are lots of displaced people. There are lots of even artists who lost their job and who are looking for opportunity. And artists are taking it differently as well, because we have to make a decision when we're in the wartime, decision concerning what do we do? Do we stay
and we make music and we continue to work in the cultural place, or do we take arms and go to war? How many other there are artists that done that, and one of the young conductors just died in the war a week ago. I saw that, yeah. Which is a terrible loss, because Ukraine is losing a lot of young intellectual people, the people of art, people of culture. So that's my decision, was to promote culture and to try to protect it and find opportunities the way in this way I could do something positive without taking arms into my hands. Well, you've done a lot. Ihor's raised a lot of money for his city and for his country, and he's become a figure in the Ukrainian community. Firuz, how do you see your role as an Iranian woman now living in Milan, living in Europe? How do you feel that you can help this cause through your art? Like ever since I traveled, I would say I was privileged enough to have a family that was very open-minded and allowed me as a woman to pursue art, which is a big deal in Iran because, unfortunately for women, singing is forbidden. And the government has taken all the like rough and very strong measures, especially against women in music. And I was very privileged to have a family that supported my dream to pursue music and especially singing. So I do believe, and I hope that I have a very significant role in the future of Iranian musicians, of Middle Eastern musicians, every woman that is coming from a country in conflict, and that I hope to inspire people to realize that they can move above their boundaries, and that a political decision of a person may not affect what you want to pursue with your life. Yeah, you have been an inspiration. Thank you. Frédéric, do you want to take? Do you think that you are a kind of diplomat? I know that it's a very controversial notion, especially in political science. Only diplomats are civil servants for the states. But how do you conceive your role as an artist, as artists in the city, and especially concerning the diplomacy? And if yes, how? I think absolutely. I believe the fact that I am pursuing singing is sort of already a rebel, and it is sort of like a diplomat for all of the Iranian women. And the fact that I did decide to pursue this, and I am still standing here, I believe that is already a role that fortunately has been inspirational for all of the young musicians in my country. And I do believe that politics and arts are inseparable, and no matter where you're from, it is important to be able to help your people in tough times and be able to inspire them at least. So I absolutely do believe that my role is indeed like a diplomat for Iranian women, and I am actually. It is a massive pleasure for me. It's a great honor to be able to contribute at least just maybe a little bit to the current movement, the revolution of Iranian women in Iran. I believe that music making and diplomacy has a lot of things in common, and actually I kind of see this because my choice when I graduated from the school in Ukraine was in between music and international law that I wanted to study. And there is a saying that says that
music and singing starts when words can't say anything anymore. So that's kind of what I think about this, that we communicate on also a different level, on the level of singing vibrations, musical vibrations, and we can comment on everything that's happening around us very well. And also it's known in the history of music that, for example, Verdi in Italy, what kind of big role he played for the country. And in France, many composers commented on the historic things that were happening at the time. So for me, this two areas of knowledge, if I may say, have a big influence and have a lot in common. Yeah, I think as well as diplomats, you're symbols, you're ambassadors, because you're in the limelight. People are looking at you, you're singing. You have this very privileged place where people notice you. You know, you communicate, you give so much joy, so much emotion to many people. So you become these very, very important figures. So it must be, is it difficult to kind of, you have to ask yourself, am I maybe being used for different political aims? What is my personal stance on, for example, do I share the stage with a Russian artist? Because there are some Ukrainians that don't want to and some that do. So there's very big political questions that you have to ask yourself, and maybe at a certain point you just say, I'm just an artist and I just want to sing music, but it goes beyond that. Ihor, I mean, you've come to Paris, you've faced so many different questions. How do you feel about the question? My personal view on this is that I ask a question always: if person who I'm talking to, if the person supports violence or not. Okay. And we can be honest. If person doesn't support violence, he is against war. He or she is against any kind of negative, destructive things. I would love to share the stage with this person. I would love to work together for our common aim, which is a peace, and which is making the world a better place and finding common ground for a conversation. Yeah. If the person supports violence, then my personal opinion, again, I don't think that artist who supports violence can be called artist, because we are actually working, music is created to communicate emotions that make people better. So it's beyond politics and more humanity. For me, that's because we can't deny that, for example, composers like Tchaikovsky, like Rachmaninoff, and other Russian composers, they're geniuses. We can't deny that this music is something out of this world, and those people were geniuses. The question is, should it be as widely performed in the days of war, because it could be used as propaganda, and I see that in a lot of places. But I can't deny that this music is wonderful, and I was singing it a lot before the beginning of war. Yeah, of course. Varuz, do you have an opinion on the subject? I couldn't agree more with what Ihor said. I think it's a very complex question because, as he mentioned in the past, there were many people, for example, who were like Nazi sympathizers, like many big composers. Of course. As Ihor mentioned, like very well, it depends how it is used right now. And if it's up to me, I would rather use it in the more humanitarian direction. Yeah. Of course, one very important thing is to be aware and to always read more and to gain your knowledge yourself, so that you know if you ever get used or if you're in some sort of propaganda, at least you're aware. Sure. And you know how to stop yourself from participating. So I would say, next to everything that Ihor very well said, I would say that it's also a question of awareness.
absolutely. Of course. And education, probably, in order to explain, you are artists, you are musicians, but we have also to explain the audience. If I may, I would like to come back to an anecdote. Stravinsky, especially Pulcinella, was cancelled in Katowice March a year ago because of the Ukrainian war. And it was for the Maestra. I don't know if you know this competition for women, women conductors. And, yes, in Paris at the moment. Yeah, Maestra, yeah. And the winner was a Polish woman, and she can't conduct Pulcinella because Stravinsky. But Pulcinella is a piece inspired by Pergolese, by Barocco. It is not the Sacre du Printemps or Petrushka that embodied especially the traditional Russian music. So I think that we need to explain and how, of course, as Ihor said, there is the emotion. We are beyond the words, and it's very difficult to speak about music. But how to mediate, how to explain in a concert that it is important to play Boris Godunov, even though it's Mussorgsky, and as you know, at the Scala di Milano, there were some reactions before this performance. How to explain the audience and to open our minds to these pieces? I think it's a main. It's a question of education, problem. as you said. Yeah, definitely. Ihor, do you want to tell us a little bit about your background and how you got into singing and a couple of words from you? How I got into singing, honestly, my family doesn't have any professional musicians or anybody, but music was very present in our life because when family would get around the table, we would always sing songs, and the song that you heard that I sang for you before, this was exactly one of the songs that was sung at our table, and this was a favorite song of my grandfather and now of my father, and that's why this was my choice to present it to you. And I got into singing through listening actually to rock music, because my brother introduced me to rock music and I started listening to it, and I came to music school. My mother took me to music school because I was asking her for a long time, and I came actually to learn how to play guitar. And one of the tests was to sing, and when the director of music school heard me, he said, "Would you like to audition for the voice faculty? Because you might be interested in singing, and we are just opening up a new faculty." And that's how I started singing popular music. Then I turned to classical music a bit later when my voice started changing. And here's how everything happened in my path through musical path. That's wonderful. And Firuz, as an Iranian woman, how did you get into opera, which is such a Western tradition? Great question. My father used to be a traditional singer up till he was 20, and he actually had a very bright career ahead of him. Like, he used to work like with the best of the best in Iran. However, like, for personal reasons, and I guess also for the difficult situation in Iran, because this was like right after the revolution, he had to unfortunately abandon the dream. But somehow, like, he kind of like engraved the dream in us, like me and my brother. So like we were introduced to opera like when we were kids, like to classical music. Like I started playing violin, but like as singing, I did not take it very seriously until I was like 15, and I started with Which hip-hop. is still pretty young, 15. Yeah, classical. yeah. And I started with hip hop. I had like an underground band, like. So like I was. We didn't know. Yeah, and they're having a really good career now.
But so like I was part of this band, but nobody knew it was me because, as I told you, like we weren't allowed to kind of get the public to know that it's us, and like we would face consequences. And then at some point, I had this voice teacher who used to like visit from Austria. And he told me, like, look, if you ever want to consider a career in opera, I think you have a good chance. And I was so into traveling, like around the world in every country. So I was like, why not? This could be like my grand chance for that. And then in Austria, I was 17. I actually saw La Bohème. That's where I was like at Wiener Staatsoper, and that's like when I was like, okay, this is definitely something that I want to pursue. Yeah, and Yeah, this how it opera's all so started. wonderful. It's so emotional. Yes, Yeah. Okay. I would like to come back to a comment of Jean-Philippe earlier. He said that opera is a way to explore new repertoire, new creation, and it is an opportunity to cultivate some links and some relations with other cultures. I would like to know, how do you experience, you are an Ukrainian, you are an Iranian, how do you handle the Western repertoire? Is it difficult or not? Are there some borders, or do you have some difficulties? And do you have also other experiences for perform new creations beyond this classic repertoire in order to innovate and to build new repertoire? Well, for talking about borders, I feel that that the Western repertoire is very close to me because I mean, I consider Ukraine as a part of Europe, and I hope everybody does. And Putin did not understand that. That is another problem. Yes, and there is Ukrainian opera that exists, and that's something that I would like people to know more. And because that, for example, in Europe, it's rarely, if never, seen, and they're very nice works. And for example, Lysenko, who is considered the father of Ukrainian opera, was praised by many composers, even by Tchaikovsky he was praised. But the opera during the period of Russian Empire, during the Soviet times, Ukrainian opera was repressed. Even there was a situation with Lysenko's Taras Bulba that Tchaikovsky wrote him a letter saying, I love your opera, I would like it to be played in Moscow, but it has to be in Russian. And so Lysenko said no, obviously. And so that's something that I want people to explore more. And that's why even when I go into auditions and different concerts, I try to have a Ukrainian aria on my list so that people hear it, and so that maybe somebody sitting in the audience or maybe somebody sitting on the panel will be interested and go online. We can find everything online now and listen to this music, and that's how maybe it will have a new way. And concerning new creations, I love doing this. For example, one of the things that I've done not a long time ago, it was in January in New York. There's an organization called I Sing Festival. The Chinese. Yes, and they created, they wanted Chinese music to become more operatic. And so they commissioned new works on the poetry of famous Tang Dynasty of China. And they gathered singers from different nationalities to sing it and to learn how to sing in Chinese. So we've done a premiere actually during COVID times in 2020, I think. And then we've done it in New York and Philadelphia just this year with Philadelphia Orchestra. Okay. And I love these experiences because I feel it's enriching. So you learn about different culture, then you can incorporate it in how you work with. Yeah. You become more sensitive to things, and you start
talking to the people who carry this culture every day, you become more sensitive to different things and different approaches to art. So opera is becoming kind of globalized. Maybe that's also the future of opera, as Jean-Philippe was saying. We need to find solutions. We need to find other ways. As Jean-Philippe said, there are so many different opera houses being created in the Middle East, for example, also in Asia. This is also maybe a land of possibilities for us. See how that goes. Farouz, do you want to add something? Yeah. Before the Well, discussion? like your question maybe would be better for me because, as Ihor said, like It's he closer. would probably be like familiar with the Western music. As for me, I would say probably it was my family because, like, at the age of 5, I was already introduced to the fact that there is another country, like another world other than me and my language and my country. And it started with English, the language English, and then that like expanded. Like at the age of 10, like I had already my own email. Like that was kind of my effort of my mom, which was a rarity at that time, like in Iran. And I could already, like, I had a lot of pen pals from around the world. They would show me their own music, like from their own country. And this is how I kind of got introduced to like this new world of music, which was like fascinating for me. And that's how it started. And then, of course, like when I started playing violin, I got introduced to classical music at the age of 7, which was, of course, like a totally new experience. And back then, like my mom used to pirate the famous French channel Mezzo. Okay. Just so that I can hear it, you know, like she would just put it on TV and just, you know, like go around, do her thing. And I would just sit there like and fascinated like by this whole concept of classical music. And that's how I got introduced. And actually, I would say it's like my Iranian background, like the music is sometimes also an inspiration for like what I sing now, because I think at the end of the day, music is like, it's maybe in different forms and like different variations, but it is like one unity. It is like one language, and it hasn't been like they are two separate worlds for me. Definitely, at some points they have been unified. Absolutely. That's wonderful. I think at this point we can open up discussions to the floor. Oui, I'd like to invite Jean-Philippe and Ajed to come back. Et en effet, on va prendre des questions. Juste le temps que Jean-Philippe et Ariad nous rejoignent, je voulais juste rebondir sur une chose importante, sur le moment esthétique. Ariad insistait sur, par exemple, le deuil et la place de la musique dans le deuil. Non, vous restez, Farouz et York. Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais vous restez en chair. Bon, on a besoin de vous. Sur la place de la musique dans la réconciliation, il y a des études qui montrent qu'en Bosnie-Herzégovine, une ONG qui s'appelle Woman to Woman, qui a justement pour objectif d'utiliser la musique pour la réconciliation, un certain nombre de femmes refusent de chanter. C'est-à-dire qu'elles sont dans un état somatique, leur corps n'est pas prêt et peut-être qu'elles ne pourront plus jamais chanter. Je pense que nous sommes des convaincus, évidemment, que la musique transforme le monde. Mais en lisant ce travail et en reconnaissant cette place qu'a aussi la réaction du corps, que nous devons aussi accueillir qu'il y a certaines audiences, pardon de l'anglicisme, qui ne peuvent plus entendre et ne veulent plus être émues. Et ça nous interpelle sur aussi la portée de vos gestes à vous. Des gestes qui, à un certain moment, ne pourront pas traverser la frontière. Alors, on va laisser la parole. Il y a probablement des questions de la salle.
Je voulais pas parce que je sais que je suis trop souvent provocateur. Mais tu m'as obligé. Alors, on a dit quelqu'un gros qui est l'art est toujours contre la violence et que une personne pour la violence serait même pas un artiste. Je ne suis pas d'accord, dans le sens que quand tu dis une chose sur laquelle personne dirait le contraire, c'est comme tu n'as rien dit. Par exemple, est-ce qu'ici il y a quelqu'un pour la violence? Levez la main. Non, personne. Est-ce qu'ici il y a quelqu'un pour la justice? Quelqu'un? Oh, tout le monde. Je veux dire avec ça que très probablement, M. Poutine, il te dira, moi je suis contre la violence, je suis pour la justice. Tout le monde dit la même chose, malheureusement. Parce que le cerveau humain est construit d'une façon magnifique qui est très très rapide à trouver des justifications pour soi-même. Et ils disent toujours, moi je suis contre la violence, mais je veux la justice. Tout le monde dit comme ça. Et alors, je te porte un exemple concret. Tu as cité Verdi, mais Verdi, en Autriche, était considéré un criminel presque. Et de l'autre côté, il y avait un grand artiste qui s'appelle Strauss, qui a écrit une chanson qui s'appelle La marche de Radetzky. Mais tu sais qui est Radetzky en Italie? Radetzky en Italie, c'est un criminel. C'est un des hommes plus détestés de l'histoire d'Italie. Parce qu'il pensait que c'était juste un empire. Et alors, je me retrouve beaucoup dans les discours faits par vous sur le fait que la musique unit beaucoup d'un côté, mais de l'autre côté, a une très forte puissance d'antinomie. Imaginez les chorales dans le stade. Non? Dès que tu entends la chanson de Milan contre Inter, tu ne peux plus la chanter. Et même des situations, pour continuer sur ce que vous disiez, il y a une chanson en Italie qui s'appelle Bella Ciao, qui c'est la chanson de la guerre civile. Il y a une culture italienne qui veut l'imposer comme une chanson de tout le monde, mais dès que quelqu'un entend Bella Ciao, il y a une moitié de la salle qui sort. On ne peut pas entendre ça, parce que c'est la guerre civile, parce qu'on a perdu la guerre civile, parce qu'on a perdu la guerre, parce qu'il y a un côté, il y a l'autre. Et nier ça, c'est simplement c'est raconter une histoire, c'est consolatoire. Et la musique, l'art, dans l'histoire, l'architecture, ne parlons pas de l'architecture, a été toujours un très grand instrument de violence, un très grand instrument de construction, de pensées qui ont opprimé les autres. Voilà, ça c'est une réflexion pour stimuler un peu, pour dire c'est pas très facile. Votre rôle c'est encore plus difficile. Oui, parce que c'est vrai. Oui. C'est très facile de se raconter une histoire. Oui, Est-ce que je peux dire une chose? Je pense que la justice, si on parle de M. Poutine, si M. Poutine voulait justice, il pouvait aller dans l'établissement et faire ça sans les morts de gens, sans détruire les villes. Ça, c'est la justice pour moi. Mais si on détruit les villes et on tue beaucoup des habitants, ça, c'est violence pour moi. C'est ça ce que je veux dire. S'il y a quelqu'un qui soutient le mort des gens, et si ça, c'est justice pour cette personne, je ne voudrais pas être parmi ces artistes. Je suis désolé, mais je... Mais est-ce que tu aimes Strauss? Moi, oui, j'aime Strauss. Il a écrit la marche de Radetzky. Radetzky a détruit Milan et Bologne, ma ville. Ok. Et quand j'entends la musique de Strauss, c'est une très belle musique, mais
je dis rien contre Strauss, c'était pas mon exemple. Je voulais dire s'il y a quelqu'un qui soutient... Pardon? Strauss, oui, bien sûr. Bien sûr. Sans doute. Simplement parce que vous n'aimez pas la vie des trucs de Strauss ou parce qu'on peut être artiste même quand on est pour la violence? Si je peux ajouter deux choses. Tu évoques, Fulciri, au fond, la question de la séparation de l'œuvre et de l'artiste, qui peut aussi parler dans le cinéma avec certains cas bien connus de films que je trouve formidables, réalisés par un salopard. Et pour revenir à Wagner, Wagner était un sale type. Il a écrit des choses sur Meyerbeer d'un antisémitisme, d'une violence extrême. Ça n'a rien à voir avec le nazisme, c'est évidemment 70 ans avant. Est-ce qu'on doit donner du Wagner? Est-ce qu'on doit donner du Wagner en Israël? Ce que Barenboim avait fait en avertissant le public pour éviter le choc. Et il y a quand même la liberté du spectateur de venir ou de ne pas venir. Bon. Mais il faut, de mon point de vue, séparer l'homme et l'artiste. Ce qui est plus facile quand l'homme est mort. On en conviendra. Pour les artistes qui sont sur scène, je pense qu'il y a quand même une différence majeure entre l'artiste engagé et l'artiste qui n'est pas engagé. Et un passeport, ça n'est pas un engagement. Un passeport, c'est un lieu de naissance où c'est la responsabilité des parents, mais pas la sienne. On a été confronté à l'Opéra de Paris, Julia te rappellera peut-être, avec un artiste italien absolument formidable, dont je ne donnerai pas le nom, un baryton rossinien belcantiste qui, un peu âgé, a tenu des propos sur un plateau qui étaient antisémites, homophobes, il y en avait pour tout le monde, parce qu'il y avait une... Bon, ça n'est pas acceptable dans un lieu de travail normal. Ce n'est pas parce qu'on est un artiste qu'on peut raconter n'importe quoi. On l'a dégagé. Au festival de Salzbourg, de Bayreuth, ils avaient pris un artiste qui s'était pris en photo, parce que parfois les artistes prennent beaucoup en photo sur Instagram, avec une swastika sur le bras. Ils l'ont dégagé. Dans la guerre, et je parle avec beaucoup de prudence et de respect, parce qu'on est bien ici, hein, mais si on est un artiste engagé pour M. Poutine, j'estime qu'on peut ne pas avoir accès aux scènes d'Europe. C'est pas parce qu'on est russe, en revanche, et vous l'avez dit, qu'on doit, par exemple, ne pas participer au programme Opera for Peace, qui n'est pas complètement évident, mais j'estime à nouveau qu'il y a une responsabilité individuelle dont on doit aussi payer les conséquences le cas échéant. Alors parfois, il y a des entre-deux. Est-ce que Mme Netrebko est de ce côté-là ou est-ce qu'elle est de l'autre côté? Ça peut changer d'un jour à l'autre, d'un mois à l'autre. Bon, mais c'est à nouveau plus facile avec les morts qu'avec les vivants. Oui, c'est un thème très intéressant et en fait, je suis assez content qu'on relève à ce point l'ambiguïté de la question et l'ambivalence du rôle de la musique. Il y a deux choses différentes. Il y a la violence des artistes, morts ou vivants. Il y a aussi la musique, effectivement, comme révélant des clivages, des tensions entre groupes sociaux. Et c'est vrai que moi, comme sociologue, j'utilise beaucoup la musique justement pour voir à quel point il peut y avoir des tensions, des clivages sociaux. Après, il y a aussi dans la musique et dans la pratique ou l'écoute musicale des choses qui nous font un peu mieux accepter l'ambiguïté aussi. C'est aussi, je trouve, quelque chose d'ambigu, l'œuvre musicale. Donc oui, c'est pour répondre à ce que tu disais tout à l'heure, Frédéric, c'est vrai qu'il y a des émotions très complexes dans ces contextes de guerre et de deuil. Je ne connaissais pas cette étude, je serais très intéressé de la lire, mais quand je parle de l'ambiguïté qui est véhiculée par la musique, je parle par exemple d'un style, la pop syro-libanaise, qui est née dans les années 80, à l'issue de la guerre civile libanaise, qui est un style éminemment complexe et ambigu dans lequel il y a de la tendresse, de la violence, de la tristesse, de la douce amertume, de l'envie de retrouver la banalité du quotidien. Enfin, c'est aussi ça que je trouve assez fascinant quand on parle, encore une fois, de l'ambivalence, les tensions, l'ambiguïté, comme exprimée par les artistes et par la musique. Bonjour à toutes et tous, merci beaucoup pour ces témoignages passionnants. Hugo Panonac, je suis étudiant en deuxième année de master en gouvernance internationale, diplomatie
Je suis pianiste, ces thématiques me parlent beaucoup, me touchent beaucoup. Je voulais revenir sur les mots, Monsieur le Président Jean-Philippe Thiellet, sur la question de la crise générationnelle et la difficulté de renouveler les publics pour que l'opéra puisse parler à la jeune génération, et essayer de lier cette question de crise générationnelle avec Opéra for Peace, avec un art engagé et dans une perspective de relations internationales. Est-ce que vous pensez que ce type d'initiatives peuvent être un outil, parmi d'autres probablement, mais un outil dans cette recherche de renouvellement des publics auprès de l'opéra et de la musique classique de manière plus générale? Oui, j'en suis convaincu, sinon je ne m'engagerai pas aux côtés de Julia. Aussi par le côté à nouveau surprenant, j'ai commencé par là tout à l'heure. Après, il y a plein de manières de faire. D'abord, le premier objectif, je pense, d'Opera for Peace, mais Julien en parlera mieux que moi, c'est d'aider des artistes qui ne sont pas des Français, des Italiens, des Allemands qui ont tout, en réalité, même si ce n'est pas facile, mais plutôt aider des jeunes artistes qui viennent de pays du Sud ou plus éloignés de cet art qui est quand même extrêmement européen. Donc, parlons des artistes. Ensuite, au-delà, je suis convaincu que les maisons d'opéra ont un vrai rôle à jouer, y compris pour mêler les genres. Je l'ai évoqué tout à l'heure, Frédéric a rebondi dessus, mais on n'a pas vraiment creusé. Je pense que Eva Kleinitz, par exemple, à Strasbourg, avait essayé de faire des choses. Elle a disparu tragiquement il y a quelques années, mais en créant un festival tout au long d'une saison qu'elle avait appelé Ars Mundi, où elle allait chercher de l'opéra argentin. Bon, l'argentin, c'est à moitié italien, à moitié français, mais enfin bon, de l'opéra japonais, de l'opéra indien, parce qu'au fond, l'opéra, qu'est-ce que c'est ? C'est du théâtre en musique, en tout cas chanter, c'est la voix qui est l'essentiel, mais rien n'interdit de chanter dans d'autres langues, avec d'autres littératures, de la poésie du Moyen-Orient, dont je ne sais quasiment rien, mais je serais très heureux. Et je pense que le public est plus intelligent qu'on ne le pense. Et ce qu'on dit depuis tout à l'heure aussi, c'est que le public, il est moins cloisonné que les professionnels de la profession, que nous sommes, du reste. Je suis convaincu que des propositions où il y a un peu de Verdi, mais aussi la création contemporaine qui viendra du Moyen-Orient, qui viendra d'Asie, parlera plus au public que de faire du Verdi, du Massenet, je le disais tout à l'heure, qui va parler aux bourgeois du 7e arrondissement, pour être très très caricatural, d'accord ? Et comme c'est de l'argent public, il y a une obligation de faire plus. Alors c'est plus facile dans un théâtre, parce que là ça devient compliqué, mais c'est plus facile dans un théâtre de 1000 places qu'à l'Opéra Bastille qui doit en vendre 2700 ou au Metropolitan Opera qui doit en vendre 3700, parce qu'il faut vendre des billets. Et une création contemporaine, ça vend moins qu'une Traviata ou les Noces de Figaro. Donc tout ça est difficile, mais c'est pour ça qu'il faut de l'argent public, parce que il y a le rôle d'éclaireur, de création, voilà. Mais je suis absolument convaincu. On n'est pas seul, hein. J'ai parlé tout à l'heure de Bernard Faucroul au Festival d'Aix. Il avait fait des choses en passant des commandes. Il faut au fond sortir d'une forme de confort intellectuel dans lequel les opéras ont beaucoup vécu, subventionnés à 80%. Donc je vends ou je ne vends pas, ce n'est pas tellement un problème. Je n'ai pas tellement à changer mes habitudes puisque la subvention va tomber. Mais aujourd'hui, c'est fini. Et je pense que c'est une question existentielle pour l'avenir de l'opéra. Bonsoir à toutes et à tous. Là, peut-être que vous avez un peu répondu à la question que je voulais vous poser. En fait, le Metropolitan a annoncé la saison. Ils ont diminué le nombre d'opéras et sur 18 titres d'opéra, 6 sont que d'opéra contemporaine. Donc, on parle de Fire Shade Up the Bones, The Hours, qui revient après la... Et d'ailleurs, hier soir, j'étais à Bastille, Nixon in China était complet. Donc on parle... et la question que je voudrais vous poser, en fait, c'est ça. Est-ce qu'en mettant à l'affiche des opéras qui sont un peu plus, peut-être difficiles à l'écoute, parce qu'on ne les a pas dans les pubs, on ne les a pas souvent, les morceaux les plus célèbres, en sacrifiant un peu Verdi, pas Puccini, parce que l'année prochaine, c'est une année très importante pour lui. Et est-ce que ça pourrait aider à approcher les jeunes ? Et est-ce que ça, de toute façon, donner l'impression de forcer la main, c'est-à-dire il faut faire
une répartition pour par exemple la musique afro-américaine, la musique hispanophone. C'est aussi ça, il faut un peu tenir tout. Donc c'est ça que je me demandais, et c'est ça que je vous demande en fait. Merci. Je trouve que le pari du Metropolitan Opera est sacrément courageux. On a des amis américains dans la salle, peut-être qu'ils peuvent donner leur opinion, mais je trouve que le pari annoncé par Peter Gell pour la saison prochaine est extrêmement courageux. Ça veut dire un peu risqué aussi, parce que si ça ne vend pas, ça se verra beaucoup plus que dans des opéras très subventionnés. Mais il n'y a pas de baguette magique. C'est pas parce que vous programmez du John Adams ou du Thomas Hadès ou autre que le public va venir. Il faut utiliser le langage des plus jeunes, c'est-à-dire aller sur TikTok. Pourtant, c'est horrible de mon point de vue. Il faut aller sur les réseaux sociaux. Il faut faire du marketing parce que les opéras aujourd'hui sont en situation concurrentielle. Avec les écrans, bien sûr, mais avec d'autres types d'entertainment. Et si vous devez vendre, comme l'Opéra de Paris doit le faire, 900 000 billets par an, il faut aller les chercher un après l'autre. Alors, c'est peut-être plus facile avec une Traviata ou avec les Noces de Figaro, mais c'est pour ça que je dis que pour le mettre, c'est courageux. Mais comme vous l'avez dit, Nixon in China est plein. Mais pourquoi c'est plein ? Parce que c'est un bon spectacle. Si vous proposez des mauvais spectacles, le public ne va pas venir, parce qu'à nouveau, le public est plus intelligent qu'on ne le pense. Si vous donnez une Traviata poussiéreuse, sauf s'il y a des chanteurs extraordinaires, c'est là où c'est compliqué, le public ne viendra pas, ou il viendra une fois, et puis le bouche à oreille sera très mauvais. Si vous proposez, et c'est plus facile à nouveau dans des petites salles, mais l'inondation de Francesco Filidei qui a été donnée à l'Opéra Comique, ils l'ont repris 2 ans après tellement le succès avait été grand. Mais l'Opéra Comique, c'est 1000 places, 1100 places. 1100 places, 5 fois, c'est très facile. Nixon in China, il y a dû en avoir 10 ou 11. 2700, ça fait 30 000 billets. 30 000 billets, en plus, ils sont chers. Enfin, chers. Moi, je ne trouve pas ça si cher. Par rapport au football, c'est pas plus cher. Mais voilà, donc c'est compliqué. En tout cas, on observera avec beaucoup d'intérêt ce qui se passera au Metropolitan Opera et j'espère que ça donnera de l'espoir. All right. My question is for my 2 cohorts that are on a panel, Eeyore and Farouz. I heard you guys mention some issues that are happening back in your home countries, and I understand that we all speak the common language of music. So my question for Ihor is, how do you think that music could build a bridge in your country to help bring back peace? And for Farouz, how do you think that music could help bring equality and build a bridge for women in your country? Okay, so I shall start. Well, I think one of the ways we live in the age of social media. One of the very obvious ways it would be to influence and to influence other young musicians, not just the women. It can also be men. To influence them to follow their passion and to overcome the obstacle of the whole situation in Iran. That would be the first thing that pops in my mind. And well, other bridges would be, of course, to build a school for all of the not just Iranian, but many musicians that are not privileged to have the enough resources, finance, and that is actually a personal dream of mine, to have a school for the underprivileged, so that they could also have a chance to build a career in the music industry. And I hope that I can make it into a reality. That's one of the things that I'm personally very passionate about. Yes, so what I think about this matter is that, for example, in Ukraine, music at the moment, while we're speaking,
People are singing songs in the bomb shelters. And there are lots of videos where people are united by music in the metro stations where they hide from the missiles. And so this is the human connection, and music in Ukraine, even during the war, it's something that keeps people up, keeps the spirit up. There are lots of artists who travel to the war zones, to front lines, and give concerts. And this is exactly the connection. This builds a bridge connection between people. In many cities that are under the artillery attacks, people are gathering together, people who didn't know each other before, from neighbors who were in the same block of buildings but who didn't know each other before. They gather together, and what they do, they sing songs. They have one guitar, somebody plays, everybody sings songs. So that's something that builds human connection. What I hope for after the war, that this humanity, this sensibility will help us to build something more in terms of culture, will help to educate children in terms of music more, will show people that this is something that has a big value, because the times, dark times like war really show something. It brings both sides. It brings something that is very ugly, because lots of people, we used to, and me as well, we used to think about war as something romantic, because there are lots of operas even written about this, lots of movies filmed, and when we see it on the screen, it seems very romantic, but when you're at the place, it's actually very ugly. The picture is very ugly, and people suffer. But something that brings light is music, and this communal spirit and passion. So, and I hope this will continue after the war, and this will help educate children, help musicians bring more good things to the society. J'ai juste une question assez rapide. Vous aviez commencé à le mentionner, mais est-ce que vous ne pensez pas que ce qui fait décliner aujourd'hui l'opéra aussi, on a commencé à en parler tout à l'heure, mais c'est le fait que ça devient de plus en plus un art entre guillemets de musée, c'est-à-dire que c'est un art qui devient tellement codifié, ne serait-ce même que dans l'approche, que dans les codes sociaux qui s'imposent quand on doit aller dans une salle d'opéra, etc. Est-ce que vous ne pensez pas que l'évolution de l'opéra, là aussi en quelque sorte, pas tué parce qu'il n'est pas mort, mais en tout cas est en train de le tuer, quand on voit qu'au XVIIIe siècle ou au XIXe siècle, il y avait une interaction avec la salle qui était beaucoup plus forte, alors qu'aujourd'hui elle n'existe plus du tout. Et est-ce que vous ne pensez pas que ce qui pourrait aussi un peu refaire vivre l'opéra, ce serait créer une nouvelle, sans baisser la qualité du spectacle, sans troubler les mises en scène, quelle qu'elle soit, ce ne serait pas aussi une solution de trouver un nouveau moyen aussi d'interagir et de créer des nouveaux moyens qui fassent que l'opéra ne soit plus un art tel qu'on concevait au XXe siècle, mais bien au XXIe. D'accord. Elle est vraiment importante cette question. Je croyais que vous alliez recommander de lire mon bouquin, Frédéric. Bon. Ok. Oh, vraiment en 3 mots. Non, c'est trop compliqué. Donc, je suis d'accord avec l'idée que quand on va au spectacle d'opéra, on ne va pas dans un temple et que il y a des règles absolues à respecter et je suis d'accord pour qu'on réfléchisse sur l'expérience du spectateur, de tous les spectateurs, même les plus vieux. Il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé. C'est vrai qu'au début des années 80, on n'allait pas au Palais Garnier en jean. Alors, au début des années 80, vous n'étiez pas né, ça vous paraît loin, mais moi, bon,
les choses ont beaucoup évolué. Et je ne vais pas être trop long, mais la jeune fille dont j'ai parlé tout à l'heure, à côté de moi dans Hamlet, donc elle m'a dérangé pendant tout le spectacle parce qu'elle tirait ses cheveux, elle a pris son téléphone, parfois pour faire des photos, bon. Et donc je me suis demandé pendant un bon moment dans le spectacle si je lui disais gentiment, écoutez, madame, votre téléphone, ça me dérange, et puis si vous pouviez arrêter de vous tirer les cheveux pendant que... Parce que quand même, ça déconcentre, d'accord ? Et je me suis dit, si tu le fais, qu'est-ce qui va se passer ? Peut-être que c'est la première fois qu'elle vient, elle va rentrer chez elle en disant, il y avait un vieux con, il m'a donné une leçon, j'irai plus jamais. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis mis comme ça, et je me suis concentré, et au fond, j'ai fait une bonne action. Voilà. Mais alors, ma fille m'a dit, mais non, t'aurais dû, elle a été mal élevée. Bon, enfin bref, peu importe. Donc, l'expérience du spectateur, elle a quand même évolué. Je suis d'accord pour la faire évoluer. Pour le concert classique, c'est la même chose. Mais par l'explication. C'est-à-dire, j'ai assisté à un concert où Matthias Görn chantait un cycle de leader, je crois que c'était du Malheur, peu importe. Il chante, et à la fin du premier lead, le public applaudit, parce qu'il y avait des gens qui étaient enthousiastes, d'accord ? Il les a engueulés. C'était en allemand. On ne fait pas ça dans un cycle de leader, on me laisse aller jusqu'au bout, etc. Bon, il chante. Et puis, ça ne devait pas être des germanophones, parce qu'après le deuxième lead, il y a encore des gens qui ont applaudi. Et là, il s'est mis en colère. Et j'avais envie de lui dire, mais mon gars, il y a des moyens. On met une petite annonce en disant, vous allez assister à un cycle de leader, applaudissez seulement à la fin. Donc, c'est une question de posture, et les maisons d'opéra ne se sont pas remis en cause. Maintenant, faites quand même attention à certaines choses. Il ne faut pas que ça dégrade la qualité, vous l'avez dit. Donc, ça ne sera jamais de la musique amplifiée. Je ne crois pas qu'on puisse boire des bières en regardant l'opéra. Enfin, je ne crois pas que ça soit très souhaitable. Il y a quand même, il y a question de concentration. Voilà. Mais tout ça est assez compliqué. Mais je suis complètement d'accord sur le fait qu'il faut que les lignes bougent. Ça, c'est sûr. Bonjour à tous. Tout d'abord, donc, je vais m'excuser, Julie, c'est ce que je vais faire un petit commentaire parce que j'étais tellement touchée et je tenais véritablement, premièrement, à féliciter pour la qualité et tout ce que l'éclairage que vous amenez avec votre témoignage et justement montrant cette riche vision, perspective. Donc, je voudrais féliciter l'initiative d'un Sciences Po de vertu de cette magnifique maison de création et soutien aux synergies Pont et Passerelle. Et voir autant des étudiants qui sont présents et ces intervenants de qualité, et les efforts d'être là, je pense aussi que pour moi, c'est comme une symphonie ou une polyphonie de virtuosité et de valeurs inspirantes, bienveillance et sens. Je pense qu'avec Opera for Peace, et vous amenez une réflexion qui a toute sa place au sein de Sciences Po, parce que ici à la Sciences Po, on invite à une pensée critique, riche et complexe, nuancée, une pensée en mouvement, comme la propre musique, et comme Montaigne disait, et regarder les choses par plusieurs perspectives. Donc, je me permets de rebondir sur votre remarque, cher monsieur, parce que c'est tout à fait justifié, quand vous avez expliqué cette ambiguïté qu'après vous avez parlé. Et je pense que justement, il ne s'agit pas de toute création humaine qui présente cette complexité. On parle de complexité, de complexus, et qui est ici ensemble. Et qu'on parle de la musique, des arts, mais aussi de la science. C'est une question de conscience et un outil, donc un usage selon notre conscience. Donc, l'important, c'est d'élever nos consciences pour faire bon usage des outils qui sont à notre disposition. Et je pense que dans le cadre d'Opera for Peace, que je voudrais encore vous féliciter, parce que j'ai accompagné sur les sites toutes les magnifiques... Merci. Je pense que vos intentions et vos valeurs sont clairement définies. Et vous êtes donc dans cette décision par où on va aller. Donc dans cet éclairage que vous souhaitez faire, comme outil, que la musique soit pas pour cette façon que vous avez évoquée, que c'est vrai, mais qu'on puisse vraiment définir où on veut aller à travers la musique. Et donc j'étais une ancienne directrice de la série Vive la musique au consulat français, italien au Brésil, et donc le soutien de la diplomatie culturelle et scientifique. Et on avait amené au Brésil la European Open Orchestra avec Vladimir Askenaz, et on travaillait avec les centres d'information des Nations Unies pour le projet Pacifica également. Donc cette idée d'utiliser la musique pour la diplomatie, je suis amplement convaincue, surtout qu'on donnait avec la base les piliers solides et inspirants comme vous avez fait. Et donc vraiment, félicitations à tous. Et voilà, j'ai plein de questions, mais on va laisser la place à d'autres personnes. Merci infiniment de votre attention et bravo. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci pour votre témoignage. Ça prouve que ça fait résonance. Ça fait résonance dans les expériences et les trajectoires des uns et des autres. Je vois que l'heure
s'achemine vers la fin. Peut-être laisser à nos intervenants chacun un petit mot de fin sur l'élément que vous voulez nous laisser en partage au moment de nous quitter, peut-être. Qui commence ? Merci déjà, merci beaucoup. Encore, j'ai été passionné par les différentes interventions. Je me demandais en vous écoutant, Monsieur Thiellet, si vous aviez lu Adorno sur l'opéra, justement. Il y a beaucoup de choses assez belles là-dessus. Et encore une fois, je suis assez honoré de participer à un événement de cette nature dans le cadre de cette maison. Et content aussi, encore une fois, des différentes couches analytiques qu'on a essayé de livrer et du fait qu'il y a eu des messages, encore une fois, assez complexes, qu'il y a eu de la contradiction. Donc, je suis personnellement, encore une fois, très heureux, honoré et reconnaissant. Merci beaucoup. Thank you very much for this wonderful invitation. I would like to thank the wonderful Opera for Peace Foundation for giving me this opportunity to give awareness of my cause and a part of what I'm fighting for. And I would like to thank all of you for taking time to listen to us and our cause. And of course, I would like to thank the wonderful sponsors for which I believe without them this might have been impossible. You've become a diplomat for us. And I would like for all of you to, what I like the audience to take away from this is that there were many very interesting arguments also with Maestro Kamal Khan last night. It was a moment of enlightenment for me. But what I would like all of you to take away is that art is more than just art, like no matter how you put it, like an artist has, even unconsciously, like even unwanted, a much bigger role in the society, and that we can have an effect and influence much more than just what we sing about. And we can definitely be a role and a messenger for peace. Thank you. Very briefly, a message to the young artists in the audience. I was in your audience this morning. I will be tomorrow. Please believe in yourself. Work hard. Work so hard. Keep working, because we need you. We need artists. You make our lives bigger and bigger. And to conclude, don't worry and listen to Rossini. Thank you very much for this wonderful opportunity to talk and to share opinions. And thank you very much for wonderful speakers, to Julia for Opera for Peace Foundation, to sponsors, and to all the audience for thoughts and sometimes contrasting thoughts. And it's wonderful to have it because it creates a discussion. And I hope discussions like this will help us to understand each other more and find a common ground for conversation, music making, and for peace everywhere. That's my biggest hope and my biggest, what I carry in heart every day. Thank you. Merci à vous. Merci à vous, merci à Julia aussi. Merci à vous, merci à Sciences Po. La musique, c'est l'intelligence du cœur et comme le dit Jean-Philippe, les chœurs nouveaux sont aussi des voix dans le monde à venir. Donc merci à l'Opéra for Peace d'avoir choisi Sciences Po de venir. Merci à vous. Merci et bon vent.